Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Breton. Ce vendredi, dans l'actualité, la crise agricole qui touche les producteurs de chou-fleur. Les prix de vente sont trop faibles et c'est la 3e année consécutive selon les agriculteurs. Reportage dans les Côtes-d'Armor à suivre. Un lycée Diwan va ouvrir d'ici quelques mois à Vannes. Ce sera le 2e de la région. Un nouvel établissement bretonnant pour faire face à la demande. Alors quelles sont les raisons de ce succès? La réponse dans un instant. Et puis le moulin du Helgoat est à vendre. Les enchères sont en cours et les futurs acquéreurs ont jusqu'à début mars pour proposer leur prix et leur projet. Nous irons aussi à Morlaix pour retrouver Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous faites le point aujourd'hui sur une affaire judiciaire qui agite la Bretagne depuis près d'un siècle. C'est ça, qu'il agite depuis près d'un siècle et qui pourrait trouver son épilogue prochainement. Eh bien, vous nous raconterez tout ça dans un instant, Benjamin. Voilà pour le sommaire de cette édition. Tout de suite, votre journal régional du vendredi 23 février 2018. Et pour ouvrir cette édition, cette image de 200 chefs d'entreprise et d'élus réunis sur le tarmac de l'aéroport de Lorient ce matin. Ils souhaitent que l'aéroport soit intégré dans le plan de mobilité de la région. Objectif, se faire une place entre Brest et Rennes. Car après l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ils souhaitent le rapprochement de l'aéroport lorientais à celui de Roissy. Des discussions doivent avoir lieu avec la région et l'État pour créer de nouvelles lignes. Le salon de l'agriculture démarre samedi et ce jeudi, Emmanuel Macron recevait 1000 agriculteurs à l'Élysée pour annoncer une série de réformes, notamment sur les prix, car sur le terrain, les revendications s'accumulent. Après les producteurs de lait et de porc, ce sont maintenant les producteurs de chou-fleur en Bretagne qui tirent la sonnette d'alarme. Le point avec Mathilde Kemener. Dans le Trégor, la saison des choux-fleurs est bientôt terminée. Cette année, pas de surproduction. Le légume est victime des pluies abondantes. Pour autant, les prix ne décollent pas. Illogique selon les légumiers qui travaillent à perte. On a un coût de revient de 50 centimes le chou-fleur. Et aujourd'hui, on est à 39 centimes de moyenne. On ne compte pas les choux-fleurs qui restent au champ. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rémunération en fin de mois. Donc ça commence à être compliqué au niveau des trésoreries. C'est la 3e mauvaise saison consécutive pour les producteurs. Ce jeune exploitant espère se rattraper sur les artichauts, puis sur les brocolis et les potimarrons. Il y a seulement quelques années, il a repris l'exploitation de son père et selon ce dernier, les mauvaises années étaient plus faciles à surmonter. Ça coûtait moins cher aussi à l'époque. Donc de planter un chou, le chou revenait pas très cher, donc les charges étaient moins lourdes. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très dur. En Bretagne, ils sont plus d'1 millier à produire du chou-fleur, un nombre en constante baisse et une profession vieillissante. Pour l'Union des coopératives de Paimpol et de Tréguier, l'UCPT, c'est la pérennité de la culture légumière qui est en jeu. Aujourd'hui, quand même, le chou-fleur, pour beaucoup de producteurs de plein champ, c'est 80% du revenu. Vous enlevez la culture légumière, le chou-fleur au niveau de l'exploitation, c'est pas sûr que les gens puissent continuer à produire. On ne pourra pas faire autre chose que du chou-fleur en hiver, c'est pas possible. Donc si on ne fait pas de chou-fleur en Bretagne en hiver, il en va de l'intérêt et de la vie de certains producteurs au niveau de leur exploitation. La coopérative pointe du doigt la concurrence de l'Espagne et de l'Italie qui tirent les prix vers le bas. Elle appelle les consommateurs à manger des produits français et de saison. Il y a quelques jours, Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, annonçait la création d'un 2e lycée Diwan à Vannes pour répondre à la demande des parents et des enfants. Créé il y a 40 ans, le réseau Diwan a bien grandi. Les chiffres sont parlants, 4000 élèves et près de 50 établissements. Alors pourquoi ces écoles attirent autant? Reportage au collège Diwan de Vannes de Clara Gestin. Écarise. Un cours de maths en breton, c'est habituel pour ces élèves de 4e, car ici, à Diwan, l'immersion est totale, ce qui demande aux collégiens une certaine gymnastique de l'esprit. Les enfants, ça leur favorise vraiment un vrai bilinguisme, parce qu'ils comprennent et ils savent réutiliser, ils savent réexpliquer en breton le cours, quoi. Donc forcément, ça va donner à long terme des facilités pour apprendre des langues étrangères et d'avoir une bonne élocution, une bonne spontanéité dans les réponses. Parce que c'est vrai qu'on va dans un temps où la communication est importante. Et de savoir communiquer dans plusieurs langues, c'est plutôt un bienfait pour les enfants qu'autre chose. Ouvert depuis 2001, l'établissement accueille 122 élèves et il affiche aujourd'hui 100% de réussite au brevet contre 92% dans l'académie de Rennes. On est depuis des années, que ce soit au bac ou au brevet, dans les
premiers de l'académie. Ça attire le public parce que donc on est sur des petites classes avec un projet d'établissement qui est ouvert sur la culture bretonne, mais également une ouverture sur le monde. Un deuxième lycée Diwan devrait ouvrir ses portes d'ici 2020. Le lieu reste encore à déterminer, mais il pourrait se trouver ici, dans un ancien collège vanté, à quelques mètres seulement du collège Diwan. Un spectaculaire accident s'est produit tôt ce matin à Bringolo dans les Côtes-d'Armor. Un camion a quitté la route, il a percuté une maison qui s'est ensuite effondrée. Le détail de cette information avec Benjamin Bréant. Spectaculaire accident ce vendredi matin peu avant 9h sur la départementale 7 à Bringolo dans les Côtes-d'Armor. Un camion transportant des aliments pour animaux est sorti de la route et est venu percuter une longère. Le chauffeur en est sorti indemne, mais la maison inhabitée s'est écroulée sous le choc. La route a été coupée et une déviation mise en place. Une pelleteuse devait passer dans la journée pour mettre à terre une autre partie de la longère qui menaçait de s'effondrer sur la route. Alerte à la pollution de l'air aux particules fines ce vendredi dans les Côtes-d'Armor, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. En cause, la combinaison de haute pression qui plaque les particules au sol, les vents d'Est qui transportent les polluants en provenance de Pologne et d'Allemagne, et le froid qui entraîne l'utilisation massive d'appareils chauffants. L'épisode pourrait se poursuivre plusieurs jours. Pour y faire face, la vitesse sur la Nationale 12 est limitée à 90 km/h dans les Côtes-d'Armor jusqu'à samedi minuit. Cette fois, ça pourrait être la bonne. Le projet de funiculaire dans le tunnel du viaduc de Morlaix a été qualifié de prioritaire par les élus de la ville ce jeudi. Objectif, désenclaver Morlaix en reliant le centre à la gare. Le budget prévisionnel de l'ordre de 5 millions d'euros repose notamment sur une aide de l'État. La réponse à la demande de la ville est attendue courant mars. Travaux de consolidation en urgence en ce moment près du cimetière de Kerfotras à Brest. La façade d'une marbrerie s'y est effondrée il y a une dizaine de jours, entraînant l'apparition de fissures sur l'immeuble voisin. Il n'y a pas eu de blessés, mais des habitants ont dû être relogés. Des experts ont été nommés pour déterminer l'éventuelle responsabilité de travaux de construction d'un immeuble neuf à proximité immédiate. Enfin, c'est pour demain. Le marin de Trébordin dans les Côtes-d'Armor, Hervé Le Méraire, est attendu dans la journée à Sainte-Anne en Martinique après 59 jours de la traversée de l'Atlantique, soit 4770 km à la godille. Depuis un an, les collectivités ne peuvent plus du tout utiliser d'herbicides pour nettoyer les routes. Alors pour vaincre les mauvaises herbes, l'île d'Ouessant a décidé d'acquérir une désherbeuse à eau chaude. L'engin électrique est arrivé ce jeudi et c'est un investissement de près de 50 000 € pour la commune. Frédéric Lorenzon s'est rendu sur place. Chaque année, avec l'arrivée du printemps, pour Pascal, c'est toujours le même combat. Enlever les mauvaises herbes de l'espace public. Avec ses collègues, l'employé municipal de Ouessant a reçu ce jeudi une alliée de choc, le Molène, une désherbeuse écologique. Donc le nouveau véhicule qui est un véhicule électrique, la première fonction c'est de pouvoir désherber, deuxième fonction c'est de pouvoir faire du lavage haute pression. Le véhicule pourra être rechargé grâce à des panneaux solaires prochainement installés sur le toit des ateliers municipaux. Sur la cale de Penarlan, le Molène, avec sa technologie de désherbage par gouttelette d'eau chaude, permet de gagner du temps. Alors le passage de la gouttelette d'eau chaude est effectivement d'une moyenne de 3 fois par an. Les problématiques qu'on rencontre avec les méthodes alternatives diverses, mécaniques, thermiques, eau chaude et autres, c'est que ça prend beaucoup de temps et c'est une des méthodes qui permet d'avancer relativement vite et moins souvent en même temps. Fonctionnant avec de l'eau de récupération, le Molène a séduit la municipalité d'Ouessant, déjà engagée dans le développement durable depuis plusieurs années. Ça fait déjà 15 ans qu'on travaille sans pesticides et donc cette machine va nous permettre de travailler maintenant avec de l'eau chaude, donc vraiment dans des conditions parfaites pour l'écologie et pour la nature. Après un bref essai, Pascal apprécie le dispositif et pense déjà aux bénéfices du système. Ça va, non, c'est facile. Il y aura moins de passages à faire au bout d'un moment. Oeliatech est en pleine croissance. Après avoir vendu 300 machines, elle va s'attaquer au marché agricole cette année. Les restrictions sur les produits phytosanitaires constituent une réelle opportunité pour la société qui a doublé son chiffre d'affaires en un an. Va-t-on enfin connaître la vérité dans l'affaire Seznec ? 93 ans plus tard, des fouilles viennent d'être entreprises à Morlaix et nous retrouvons tout de suite Benjamin Bréant pour en parler. Alors Benjamin, il y a du nouveau dans l'affaire Seznec.
En tout cas, Julie, il pourrait y en avoir prochainement. Alors cette affaire Seznec, vous vous en souvenez sûrement, c'est celle de la disparition en 1923 d'un conseiller général, Pierre Quémeneur, et de la condamnation en 1924 pour son assassinat d'un Morlaisien, Guillaume Seznec. Sauf que celui-ci a toujours clamé son innocence et que personne n'a jamais pu apporter de preuve de sa culpabilité. C'est là qu'il pourrait y avoir du nouveau. Un passionné de l'affaire, Bertrand Villain, va prochainement organiser des fouilles dans le jardin de l'ancienne maison Seznec à Morlaix. Et quelle est sa thèse justement pour entreprendre ces fouilles ? Eh bien, selon lui, c'est Marie-Jeanne Seznec, la femme de Guillaume, qui aurait tué Quémeneur, qui se montrait trop pressant, voire oppressant. Guillaume, lui, aurait enterré le corps à l'arrière de la maison, et Bertrand Villain espère donc, avec ses fouilles, trouver des ossements, les faire analyser et prouver que sa thèse est la bonne. Et est-ce que cette thèse est soutenue par tout le monde ? Ah oui, non, alors pas du tout, loin de là, même à commencer par Denis Le R. Seznec, qui est quand même le petit-fils des principaux intéressés, qui parle d'une thèse délirante et qui met en avant la sienne, bien connue depuis longtemps, qu'Quémeneur aurait été tué chez lui, à Plouriveau, dans un règlement de compte lié à un trafic de Cadillac. Un meurtre dont il y aurait un seul témoin, une femme âgée aujourd'hui de 103 ans, qui se serait tue toute sa vie par peur. Mais là encore, le problème reste le même. Il n'y a ni cadavre, ni preuve, ni arme du crime. Autant dire que si les fouilles n'aboutissent pas, on est parti pour de longues années de mystère. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, en tout cas, pour cet éclairage sur cette fascinante affaire Seznec. Merci. Avis aux amateurs de belles pierres, le moulin du Chaos à Huelgoat est à vendre. Le parc naturel régional d'Armorique l'a mis aux enchères. Les futurs propriétaires devront proposer un projet économique et touristique. Sophie Lecroisier a pu justement rencontrer des acquéreurs potentiels ce matin lors d'une visite. Regardez son reportage. Mise à prix du moulin du Chaos, 100 000 €. Le parc naturel régional d'Armorique a décidé de vendre un bout du patrimoine du Huelgoat en créant le buzz. Depuis 4 ans, le moulin en pierre de taille n'a plus d'attribution. Le bâti se détériore et le potentiel touristique est gâché. Ça fait à peu près 8 ans qu'on travaille maintenant, qu'on essaye de trouver un projet avant tout public. Malheureusement, on n'y arrive pas. Donc on a décidé, il y a à peu près 2 ans, de le mettre en vente auprès d'un notaire. Et finalement, sans vraiment de réels projets sérieux. Avec cette vente aux enchères, le parc national ne rassemble pas tous les soutiens des élus du secteur. Jean-Yves Crène, maire de l'Opérette et en charge du tourisme à Mont-d'Arrêt Communauté, s'inquiète de la vente du moulin à un privé. On n'a pas peur d'accompagner un privé à partir du moment où en effet c'est sur un projet socio-économique viable et durable et qui en effet servira le territoire. La question c'est comment est-ce qu'on entretient dans le temps ce bâti d'exception et tout ça, ça passe par de nouvelles idées. L'acquéreur sera choisi plus sur la viabilité de son projet économique que sur le montant de son enchère. Un jury composé d'élus du parc mais aussi du Huelgoat et de Mont-d'Arrêt Communauté examinera toutes les propositions. Donc moi je suis venu puisque ici on était sur un site qui utilisait la force motrice de l'eau, du lac de Huelgoat, historiquement, pour produire de l'énergie. On a aujourd'hui encore techniquement cette possibilité-là. 10 visites ont eu lieu, 3 projets retiennent l'intérêt du parc naturel, la création de commerces ou la reprise par un collectif d'artistes. Il reste toutefois ouvert à toute proposition. La fin des enchères est fixée au 2 mars. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve le lundi 12 mars à 19h pour une nouvelle édition de la rédaction. Exceptionnellement, vos rédactions des télés locales font une pause, mais les programmes continuent évidemment. Je vous souhaite donc une très belle soirée sur vos antennes.